Ah bah oui, t'entends parler de l'intelligence artificielle de partout dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les repas de famille. Et puis on te dit même que ChatGPT va remplacer tous les emplois d'ici 2027. Alors on pourra discuter de l'aspect philosophique et social de cette information. Et sur cette chaîne, je te proposerai aussi des analyses de ce type. Mais là tout de suite, tu te dis sans doute que tu aimerais bien investir sur l'IA puisque c'est l'avenir, la plus grande des révolutions technologiques de notre génération. Sauf que la plus-value se situe peut-être pas là où tu le crois, et on en discute aujourd'hui. Régulièrement, je proposerai comme ça des vidéos sur un domaine d'investissement spécifique. En 1849, c'est la ruée vers l'or aux États-Unis, car un an plus tôt, un certain James Marshall a trouvé de l'or à Sutter's Mill, au bord de l'American River. Et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. 300 000 personnes convergent vers la Californie en 7 ans. Des Américains traversent le continent à pied ou en chariot, des Européens traversent l'Atlantique, des Chiliens, Mexicains, Chinois, Australiens rejoignent la Californie. Tu t'imagines ce que ça représente en termes de mouvement à cette époque? Alors certains se déplacent seuls, d'autres avec toute leur famille. Tout le monde lâche tout, avec un seul rêve, trouver la pépite qui va changer leur vie. Mais combien ont réussi? Quelques-uns, mais ce sont des exceptions rarissimes. Moins d'un prospecteur sur 20. La grande majorité est repartie les mains vides, endettés, malades, ruinés ou pire. La chance jouait un rôle central au milieu d'une compétition féroce. Dans le même temps, d'autres ont exploité un autre filon. Ce sont ceux qui vendaient les pelles, les pioches, les tentes, la dynamite ou encore les fameux jeans comme Lévi-Strauss que tu connais. Ou encore John Studebaker, venu chercher de l'or, qui comprend que les mineurs ont surtout besoin de brouettes solides. Il en fabrique, les vend, repart avec ses économies et fonde ce qui deviendra l'une des plus grandes marques automobiles américaines. Et ces gens-là, ils s'en foutaient complètement de qui allait trouver de l'or. Leur business ne dépendait pas d'un coup de chance. Chaque prospecteur était un client potentiel, un revenu stable, prévisible, sans risque. Ce sont eux, en fait, les vrais gagnants de la ruée vers l'or. Et là, tu vas probablement me dire, quel est le rapport avec l'IA? Eh bien, on a déjà vu ce scénario avec la bulle Internet en l'an 2000. La révolution numérique de l'époque. Il y a des centaines de startups qui lèvent des millions d'euros avec un nom en .com et la majorité aujourd'hui a disparu. Beaucoup d'investisseurs ont tout perdu. Ils perçoivent de grandes réussites issues de ce moment, Amazon, Google, mais il était à l'époque impossible de prédire lequel gagnerait. Par contre, les entreprises de structuration d'Internet, elles, ont pu largement gagner. Cisco pour le routage, Intel pour les processeurs, Oracle pour les bases de données, etc. Pour ces entreprises, peu importe qui gagnerait la guerre des .com, chaque nouveau site créé était un nouveau client potentiel pour elles. Et aujourd'hui, on est en 2026 et l'or, c'est l'IA. Même schéma, même logique. Nos prospecteurs de l'or IA de premier niveau, c'est les centaines d'applications qui font de la musique, des photos, de la vidéo. En fait, elles font toutes la même chose. L'une est un peu mieux un jour, l'autre la dépasse. Puis ensuite, on a les grands prospecteurs. ChatGPT, Claude, Gemini, tu connais. Ils semblent indétrônables, puis la Chine arrive avec DeepSeek, et c'est plus si certain. Alors oui, la technologie est impressionnante, mais les entreprises comme OpenAI brûlent des milliards chaque année sans qu'un véritable modèle économique soit déterminé. Aujourd'hui, rien ne garantit qu'ils seront rentables ou quand, ni qui d'ailleurs. Ces intelligences artificielles, ce sont en fait des LLM, qui sont très limitées. La pépite que toutes ces compagnies cherchent, c'est l'AGI. Une intelligence qui ne se contente pas d'imiter, mais qui raisonne, apprend, s'adapte comme un être humain en mieux. Personne n'a atteint ce niveau et personne ne sait qui l'atteindra ni quand. Alors oui, peut-être que l'un d'eux trouvera la pépite ultime, comme Amazon a survécu à la bulle Internet. Mais lequel? Et quand? Et à quel prix pour toi en tant qu'investisseur? Donc mieux vaut se tourner vers les vendeurs de pelles. Pour rechercher sur quelle entreprise parier, je me pose toujours ces 5 questions. Est-ce qu'elle a un avantage difficile à copier? Un potentiel de croissance important? Des fondamentaux solides aujourd'hui? Un business difficile à disrupter? Et un leadership dans le top 1%. À travers cette grille, j'ai identifié 5 grandes familles de vendeurs de pelles. 5 blocs d'infrastructures AI qui feront de l'argent peu importe qui gagne cette guerre. Le premier bloc, c'est le cloud, les data centers. C'est là que l'IA vit, respire et s'entraîne. Dans notre analogie, ce sont les propriétaires terriens. Tu veux chercher de l'or, tu leur payes un loyer. Que tu trouves ou pas, peu importe, le loyer tombe quand même. Dans ce bloc, 3 acteurs dominent à hauteur de 60%. Amazon avec AWS, Microsoft avec Azure, Google avec Google Cloud. On peut aussi citer Oracle, qui est plus petit mais en croissance permanente grâce à des clients historiques. Donc d'ici 2030, les data centers vont exploser et ces propriétaires terriens vont en profiter.
Passons au matériel, les pelles, les brouettes, qui correspondent dans notre analogie au matériel de calcul. Dans l'IA, il s'agit d'une chaîne à 3 maillons constituée de quasi-monopoles. T'en as sans doute jamais entendu parler. C'est une entreprise néerlandaise qui fabrique les machines, qui fabrique les puces. Alors cherche pas, c'est un monopole absolu, capable de graver au niveau de l'atome. Personne d'autre au monde ne sait faire ça. TSMC qui fabrique physiquement les puces. 90% des puces avancées mondiales sortent de leurs usines. Nvidia et AMD qui conçoivent les GPU, les cerveaux des data centers IA. Nvidia détient 80% de ce marché. Pour info, tu vas me dire que les GPU c'est pour jouer à Apex, mais c'est détourné en fait pour l'IA grâce à leur très grande capacité de calcul en parallèle. Donc ASML fabrique des machines, TSMC fabrique les puces, Nvidia conçoit les GPU, les data centers fonctionnent. 3 monopoles en cascade donc qui te permettront une exposition au hardware IA. Celui-là surprend tout le monde et pourtant il est indispensable. Un data center qui fait tourner de l'IA 24 heures sur 24 consomme autant d'électricité qu'une ville moyenne. Et il génère une chaleur colossale à refroidir en permanence. Aucun arrêt possible, jamais. C'est l'une des raisons pour lesquelles le nucléaire fait son grand retour, précisément pour ça. C'est une source stable et puissante, irremplaçable. Constellation Energy est le leader américain du nucléaire civil. Pour le refroidissement, Vertiv est le spécialiste mondial des systèmes thermiques pour data centers. Et Tesla, pas pour les voitures, pour le Megapack, leur système de stockage d'énergie à grande échelle. Les data centers ont besoin de stocker l'énergie, de lisser la consommation. Tesla est en train de devenir un acteur majeur de cette infrastructure énergétique. Le quatrième bloc regroupe 4 métiers qu'on ne voit pas mais sans lesquels tout s'effondre. Donc dans un data center, des milliers de GPU doivent se parler en permanence. Si le réseau qui les relie est lent ou engorgé, c'est toute la machine qui va ralentir. Arista Networks fabrique les équipements qui gèrent ce trafic, les carrefours et autoroutes des data centers. C'est un rôle qui est invisible mais sans lequel rien ne fonctionne. Cisco a eu cette même position de leader lors de la révolution Internet, mais il l'a perdu sur le segment des data centers contre Arista qui reste plus simple d'utilisation et moins coûteux. Avec des milliers de serveurs en parallèle, on a besoin de détecter la moindre anomalie. Datadog est le standard de l'industrie du monitoring. CrowdStrike et Zscaler sont les deux dominants sur la question de protéger le fonctionnement des data centers. Une faille dans un data center qui contient des données de milliers d'entreprises, c'est une catastrophe. Le plus excitant pour nous utilisateurs est aussi le plus incertain en termes de pérennité. Robotique humanoïde, véhicules autonomes, IA médicale, industrielle. Je le redis, c'est le secteur où il est impossible de dire lesquels vont devenir les succès de demain. Il faut parler maintenant de ces deux acteurs aujourd'hui incontournables et qui possèdent beaucoup de mes prérequis pour une entreprise sur laquelle investir. Tesla est le candidat le plus avancé et le plus complet. Optimus pour la robotique humanoïde, FSD pour l'autonomie, Megapack pour l'énergie. Une entreprise transversale qui touche à 3 de nos 5 blocs, ce qui la rend unique. Palantir, c'est une autre histoire. Pas de la technologie pour les ingénieurs, de la technologie pour les décideurs. Gouvernement, armée, grandes entreprises industrielles. Leur logiciel connecte toutes les données d'une organisation et les transforme en décisions opérationnelles concrètes. La CIA, l'armée américaine, l'OTAN l'utilisent. Donc une entreprise difficile à disrupter. Et puis il y a SpaceX, une entreprise privée pour l'instant, dont l'IPO pourrait être l'un des événements boursiers majeurs de la décennie. Et puis tu as remarqué qu'il n'y a pas grand-chose de français dans toute cette révolution. Les États-Unis misent massivement, des avantages fiscaux pour les data centers au Texas, des centaines de milliards mobilisés via le plan Stargate. La Chine, de son côté, déroule ses plans quinquennaux avec une vision d'ensemble que nous sommes incapables de produire. La France possède l'une des meilleures expertises nucléaires au monde. Une énergie abondante, pilotable, décarbonée. Exactement ce dont les data centers ont besoin. On pourrait être les propriétaires terriens de l'IA européenne. Proposer nos serveurs au monde entier. Mais ça fait des décennies qu'on démantèle ce patrimoine. Et quand on essaie de le relancer, Bruxelles met des bâtons dans les roues. Cette semaine encore, de nouvelles tentatives pour bloquer les projets nucléaires français. Pourquoi? Parce que notre système politique fonctionne ainsi depuis trop longtemps. De président en président, la même élite, les mêmes réseaux, les mêmes intérêts protégés. Pas de vision d'ensemble, pas de plan cohérent, juste des ministères qui s'ignorent, des corporatismes qui se défendent et une incapacité structurelle à penser à 20 ans. Aucun véritable plan holistique cohérent en vue. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc je suis rentrée à Paris, moi très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies
retenu au titre du mécanisme de développement propre. Heureusement, toi, rien ne t'empêche de parier sur les potentiels gagnants. Voilà, 5 blocs, une vingtaine d'entreprises à surveiller. Une logique simple, ne parie pas sur qui trouvera l'or. Investis dans ceux qui vendent les pelles, à l'exception peut-être de Tesla, Palantir ou SpaceX quand ce sera possible. Mais c'est hautement spéculatif. Maintenant, une mise en garde. En l'an 2000, même ceux qui avaient vu juste sur Internet ont souffert. Amazon a chuté de 90% pendant la crise. 90%. Ceux qui ont paniqué et vendu ont perdu. Ceux qui ont tenu, voire renforcé leur position, ça a changé leur vie. Un exemple brutal, Ronald Wayne, le 3e fondateur d'Apple. Il a vendu 10% du capital en 1976 pour 800 $. Ces 10% valent aujourd'hui plus de 300 milliards. La patience, c'est l'arme la plus puissante de l'investisseur. Donc si tu veux t'engager avec ces entreprises, c'est une montagne russe qui t'attend. Des corrections de 40, 50%, des trimestres décevants, des concurrents qui ressurgissent, des réglementations qui font peur. Ça baissera forcément et à certains moments tu te diras que tu vas tout perdre. Mais si les fondamentaux n'ont pas changé, il faut voir sur le long terme. Donc la stratégie générale que je te conseille, 1. Tu choisis les entreprises que tu comprends, celles dans lesquelles tu crois sur le long terme et pour lesquelles tu es prêt à suivre leur actualité, leurs comptes annuels, etc. 2. Tu investis régulièrement, ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging, que nous décrirons dans une autre vidéo. Tu renforces en cas de baisse plutôt que de paniquer et tu laisses le temps faire son travail. 3. Tu diversifies vers d'autres paris, car tu dois partir du principe que tu es prêt à perdre tout. On ne met pas tous ses œufs dans un même panier. Bon, comme tu vois, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit aborder sur ces questions et sur toutes celles que ça pose. Bon, sur cette chaîne, on aura l'occasion de revenir en détail sur certains éléments, la DCA, Palantir, Tesla, comment évaluer une entreprise, quels outils mettre en œuvre, la place de la France et de l'Europe. On abordera aussi les aspects politiques, sociaux et parfois philosophiques, car pour investir et obtenir son indépendance financière, ça nécessite aussi une indépendance intellectuelle. En d'autres termes, il vaut mieux connaître le monde. Alors c'est très ambitieux, je sais, et j'espère qu'on y arrivera ensemble sur cette chaîne. Alors n'hésite pas à utiliser les commentaires si tu as des questions sur la vidéo d'aujourd'hui ou ce que tu veux, ou des suggestions. Et pour aider la chaîne, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un pouce, un like, un petit commentaire, ça va vraiment aider. Donc je te dis à bientôt pour notre prochaine vidéo, et puis d'ici là, tiens bien raide, pas molly.